Michel Lejoyeux est notre prochain orateur. Michel Lejoyeux est professeur de psychiatrie dans l'UFR de médecine de l'Université de Paris, addictologue. Bonjour Michel. Bonjour. Et justement, cette surspécialisation de Michel Lejoyeux dans l'addiction va l'amener, je pense, à s'interroger sur les liens entre l'addiction et la transgression. Michel. Merci. Et je suis très content d'être l'Université de Paris soit si représentée, notre université. Elle a bien été ce matin, en effet. Avec notre doyen, j'en suis très content. Alors c'est un sujet tout à fait étonnant et passionnant que celui des relations entre addiction, transgression. Il y a une catégorie qui est le DSM-5 qui récemment a sorti les conduites addictives, a séparé conduites addictives et transgression. On avait avant l'idée, le toxicomane, l'alcoolique transgresse. Et finalement, le DSM s'est aperçu que ce qui fait la transgression... Le DSM Le DSM, la classification américaine, qui fait l'objet de beaucoup de polémiques, classification diagnostique et statistique, le manuel statistique et diagnostique. Et au fond, c'est une question qu'on se pose depuis toujours. Est-ce que les addicts, les dépendants, sont dépendants uniquement à cause des produits qu'ils prennent ou à cause de quelque chose de l'ordre de la structure? Alors je vous propose... Voilà. Je vous propose de faire un tout petit retour en arrière avec on est gypsy, on est aux interfaces de la psy et de faire un petit retour en arrière avec un psychanalyste qui s'appelle Michael Balint. Et Michael Balint, grand psychanalyste qui a écrit Les Voies de la régression, qui était un livre indépassable sur cette question de la transgression, dit qu'au fond on peut faire une petite expérience psychologique simple. C'est de savoir, quand on rentre dans une fête foraine, alors Euro Disney ou tout ce que vous voulez comme fête foraine, est-ce que vous êtes plutôt celui qui va aller du côté des sucreries, des gaufres, des plaisirs régressifs et tranquilles, ou est-ce que vous êtes celui qui va aller du côté des grands 8, des machines qui font peur? Et il dit au fond, le monde se sépare très clairement entre les amateurs de sensations, les amateurs de transgression, les amateurs de situations dangereuses et ceux qui, au contraire, préfèrent la sécurité. Et au fond, cette métaphore du parc d'attractions avec finalement deux populations qui ne se rencontrent jamais. Vous avez remarqué que celui qui mange des gaufres va assez peu rencontrer celui qui, au contraire, a envie de ce danger. Personnellement, je n'ai aucune envie, quand je suis dans un parc d'attractions, on pourrait jouer avec vous deux, vous nous le direz peut-être après, si vous êtes plutôt côté gaufre ou côté danger. J'ai aucun plaisir à être transbahuté dans un petit train qui vous donne le vertige. Et ce que dit Balint, et c'est quand même la base au fond de ces comportements, c'est que certains d'entre nous sont ocnophiles. Il invente ce mot, oknéo, du grec le calme, aiment la sécurité, vont finalement organiser leur vie, même s'ils prennent des risques, pour être au maximum dans la sécurité. Et d'autres sont, et c'est encore un mot de Balint, qui est encore très juste, philobates, aiment le mouvement, le déséquilibre, le vertige, et qu'au fond, structurellement, nous sommes soit orientés vers l'un, soit orientés vers l'autre. Et on ne fera pas d'un aventurier un chercheur de calme, ou on ne fera pas d'un chercheur de sécurité un aventurier. Encore que Balint dit qu'il y a des ambiguïtés ou des bizarreries dans notre relation au risque. Il prend l'exemple du funambule. Le funambule traverse sur un fil entre deux immeubles, est en permanence en risque de se casser la figure, et puis il a quand même une sorte de petit gris-gris, de perche. Vous voyez, moi je vois ça dans mes consultations, je vois que c'est un peu un paradigme de la modernité. Je vois des gens qui sont pour la défense absolue d'une nourriture totalement bio, totalement saine, qui ne prendraient pas le moindre risque avec le moindre aliment, et puis qui me disent ça avec une cigarette à la bouche, en me disant que finalement, donc nos relations au risque et à la transgression sont souvent traversées de paradoxes. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous avance quand même dans l'idée qu'on est structurellement soit plutôt transgressif, soit plutôt dans le calme. Si j'avance un tout petit peu dans l'histoire de ce concept, il y a un autre psy
dont on a été, avec mon maître Jean Hadès, les premiers à le traduire, qui s'appelle Marvin Zuckerman. Alors c'est un nom à la Philippe Roth, hein, Zuckerman, mais c'est pas de la famille des personnages. C'est pas Nathan. C'est pas Nathan, c'est Marvin, il est pas loin d'ailleurs, quand on le rencontre un peu, il n'est pas très loin de Nathan Zuckerman, et il avait décrit une échelle qui s'appelait l'échelle de recherche de sensations, Sensation Seeking, dans laquelle il avait mis le goût pour l'aventure, le goût pour la transgression, l'impulsivité, et Marvin Zuckerman disait qu'au fond, dans la transgression, il y a quelque chose qui est à la base, c'est la peur de l'ennui. Et donc, il y a des paramètres, et il a très bien montré que ceux qui ont le goût de la transgression, le goût de ces comportements sont aussi ceux qui sont intolérants à l'ennui. Cette échelle reste un modèle de psychologie californienne des années 70, puisqu'on voit que quand il faut déterminer qui a le goût de la transgression, les exemples sont délicieux. Est-ce que vous croisez des gens est-ce que vous aimez rencontrer des barbus? Est-ce que vous aimez le jazz? Vous voyez, le jazz est considéré à l'époque comme un signe majeur de transgression. Est-ce que vous imaginez que la musique peut être improvisée et vous aviez un score très élevé à l'échelle de Zuckerman simplement parce que vous aimiez le free jazz de ces années-là? Ce qui est intéressant, c'est que, et c'est comme ça que c'est repris aujourd'hui, Marvin Zuckerman a dit, au fond, on a là encore deux profils, un transgressif, un non transgressif, il doit y avoir des différences neurobiologiques. Et j'ai envie de vous citer une troisième personne qui est tout à fait essentielle dans le domaine, qui s'appelle Nora Volkow. C'est aussi des personnages, c'est dans l'addiction, on a des héros comme ça. Nora Volkow, c'est l'arrière-petite-fille de Trotsky, vous voyez. Scientifique américaine, qui travaille sur ces neurones de la transgression. Et qui s'est dit, s'il y a comme ça deux populations, hein, nos ocnophiles et nos philobate, ils ne doivent pas avoir le même cerveau, ils ne doivent pas avoir le même fonctionnement cérébral. Et elle identifie ce qu'elle appelle les neurones du sérieux, de la régulation comportementale et de la transgression au niveau du cortex préfrontal, avec l'idée que certaines et certains sont plus sensibles, ont le cortex préfrontal qui s'allume plus facilement que d'autres. Et on arrive à une idée qui est vraiment la base aujourd'hui de la dictologie moderne, que l'addiction, c'est probablement avoir une hypersensibilité vis-à-vis du centre de récompense et vis-à-vis de ces centres qui dérégulent l'impulsivité. On a un travail qui vient de paraître avec Aviv Weinstein et qui a montré que si on regarde les cerveaux des adolescents accros aux jeux vidéo et si on regarde les cerveaux des alcooliques, ils ont la même hyperstimulation de ce centre de récompense, de ce centre de la désinhibition, évidemment les uns avec l'alcool et les autres avec les jeux vidéo. On regarde les cerveaux, ça veut dire quoi? On fait de l'IRM fonctionnel, on va regarder comment, oui, on leur ouvrira... Non mais je voulais parler de l'IRM fonctionnel. Après nos amis chirurgiens, nous moi je ne sais pas bien vous montrer une vidéo où on ouvrirait le cerveau. À l'image, on peut le voir. En tout cas, on voit le niveau de stimulation cérébrale au niveau de l'IRM fonctionnel, donc des cerveaux, et on voit bien que les effets sont différents. Et on voit bien qu'on a, et c'est très intéressant, chacune et chacun, notre rencontre élective avec quelque chose qui nous fait perdre notre contrôle. Donc, mais est-ce que c'est pas quand même très biologisant cette façon de faire? C'est-à-dire que c'est la structure biologique, l'existence ou non de circuits ou de neurones qui justifie le comportement, ou est-ce que c'est peut-être une base biologique, mais aussi le rôle de l'éducation, de l'environnement, des rencontres parce que là, on est un peu, enfin je sais pas, de ce que vous dites, on a l'impression on est avec, c'est pas l'ADN, mais c'est tout comme. Ouais, on est certainement avec de l'ADN. Vous savez, moi, je pense toujours à un de mes maîtres sur ce sujet-là, qui est Henri Atlan, qui dit à tort et à raison. Je pense que les deux explications existent. Il serait aussi absurde d'imaginer que l'explication environnementale n'existe pas que d'imaginer qu'on n'a pas de déterminant neurologique. Donc la vraie explication est multifactorielle. Enfin, ce qui est intéressant quand même, quel que soit le déterminant, c'est qu'on arrive à des états qui sont quand même très fixés, et moi je le vois dans ma clinique, de personnes qui sont plutôt du côté de la transgression et de personnes qui sont plutôt dans la recherche de sécurité. On a en thérapie des patients à qui on va expliquer, il faut vous exposer, il faut sortir de votre zone de confiance, il faut aller tenter une petite transgression, ça va vous faire du bien. Et puis on en a d'autres auxquels justement on va apprendre à résister
à cette tendance à la transgression. Pour aller, et votre question est excellente, pardon de vous le dire, sur le côté biologique, je crois quand même la biologisation, avec tout ce que ça a de réducteur de ce comportement, est aussi une manière de le déstigmatiser. Si vous voulez, quand moi je parle d'addiction, quand moi je parle de troubles des conduites, quand j'explique à une famille d'un adolescent que dans ces troubles des conduites, il y a probablement quelque chose d'une dérégulation biologique avec aujourd'hui des médicaments, des bloqueurs des endorphines, des pistes neurobiologiques, je sors de cette logique du péché, de la faute. Donc on a aussi besoin, j'allais dire, de rester dans un cadre médical, sans être dupe du fait que, quelles que soient les maladies, je suis face à deux grands soignants de maladies extrêmement compliquées. Vous savez bien qu'il y a des facteurs biologiques et qu'il y a aussi des facteurs qui relèvent de là. Mais je pense que l'approche médicale de cette question de la transgression, même si elle n'est pas exclusivement biologique, est quand même une approche qui permet de sortir de la culpabilisation, et c'est comme ça notamment que je l'utilise en pratique. On a une question de nos auditeurs qui va un peu dans ce sens, c'est est-ce que pour transgresser, il faut mobiliser ces traits psychopathologiques ? Psychopathique, hein, vous avez vu, on a des auditeurs très fins. Ils sont dépicotés. Alors, en tout cas, ce qu'on appelle la psychopathie, qu'on appelle maintenant plutôt aussi la personnalité antisociale, c'est effectivement la base de la transgression. Donc la réponse est oui, et merci à l'auditeur de Paris qui suit bien, peut-être que c'est un de nos étudiants qui a bien appris les cours sur et les personnalités et les addictions. Absolument. Michel, merci beaucoup. Merci.